Au plan technique, la simultanéité entre l'attentat et le déclenchement de cette offensive m'amène à formuler les considérations suivantes. Primo, il est impossible de profiter d'une opportunité comme la disparition du président Habyarimana et du général Nsabimana pour improviser une offensive générale mettant en œuvre de nombreuses unités aux missions totalement différentes. Pareil engagement ne peut qu'être le résultat d'un processus majeur de préparation ou de planification. Amatindo yubakana ndasenya kanda yashasenya aruta yubaka mu mirimo yacu mu byo tuvuga harimo amatindo mu ntoki zacu n'icyo tuzikoresha niga burya usenya sukwitwaza ibintu gusa kimbagira wamenye kwisa ari icumbi ntiukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda icenyezemo n'abagenzi bawe bose abakuru n'abatoya twisungane dusangire byose kuri iyi si dutoza abatubwitonzi be kwitaza abakene ngo barandata bakire yo 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 kimbagira wamenye kwisa ari yaba yasenyaga n'amatindo gusa ntacyo yari ibaye cyangwa se yajyaga kuzaba iyaba imitima yacu itabagamo gutembana kandi tugatemba dushaka kwikirira gukorera kwikirira harusha itindo gusenya niriye tindo ryarusha ishari ryacu gutyara iki gikoresho utagimba mu bikoresho byamaze rubanda yo 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 kimbagira wamenye kwisa ari icumbi kimbagira wamenye kwisa ari icumbi iriya tindo ryarusha iryo faranga kumara abantu icyo kimara icyamariye abenshi kwicu kigahitana nyakamwe kikamuheze piriya y'intango y'akangaratende benshi bahorana ishoka kiyatambuka amabwire no kutivuguruza nguwo buhiri bwa pfundo ryandimbura abantu akaba rumaze iminsi rwa shingiro ry'akarengane umuturanyi w'akabarwa rwa munyange
umubyeyi wawe akaba ari urwondo rwamaze dore kimbagira kimbagira wowe wamenye kwisi ari icumbi utarima n'inyundo ntibizi kurimbura ururimi rw'ubugome rubirusha byombi ariko wowe wamenye ko isi ari icumbi imana izabiguhembera. This is today's Tides program, where we dive deep into the contemporary global issues. Pour clore la matinée, avant de reprendre un temps de discussion, je vous propose sans tarder d'écouter le colonel Luc Marchal, officier belge qui fut adjoint du général canadien Dallaire, qui était le commandant donc de la Minuar. Et donc le colonel Marchal, lui, commandait le secteur de Kigali pour la Minuar, la force des Nations Unies. Mon colonel, je vous en prie. D'accord. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, au cours des prochaines minutes, je traiterai de la stratégie de rupture menée par le FPR en 1994 et de façon beaucoup plus lapidaire du rôle des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Le contexte général qui prévalait à Kigali fin mars, début avril, nous portait plutôt vers un certain optimisme. En effet, à l'opposé des mois de janvier et février, le mois de mars fut tout à fait différent. L'amélioration sensible de la situation nous laissait raisonnablement penser que nous étions arrivés au momentum où le processus de paix allait enfin pouvoir être enclenché et que nous allions pouvoir aussi tous ensemble, parti gouvernemental, FPR et Minuar, jeter les fondations d'un avenir meilleur pour l'ensemble des Rwandais. C'était en tout cas la raison d'être de la présence de la Minuar au Rwanda. Néanmoins, à l'époque, deux faits particuliers ont également retenu mon attention. Le premier concerne l'échec de ce qui devait être la 20e tentative, je pense, de mise en place des institutions de transition le 25 mars. Alors que toutes les conditions étaient réunies pour aller de l'avant, le FPR décida de jouer la politique de la chaise vide. Si ce dernier avait réellement voulu participer au jeu démocratique, il aurait pris la place qui lui revenait sur l'échiquier politique du pays. Mais de toute évidence, pareil projet n'entrait pas dans sa vision des choses. C'est exactement ce que M. Jacques-Roger Bobo, le chef de la mission de l'ONU au Rwanda, exprima dans son livre « Le patron de Dallaire parle » à propos précisément de ce refus du FPR. Et je cite, « Son masque venait de tomber. Il avait longtemps caché son jeu, mais cette fois, les choses étaient claires. Ce parti n'avait certainement pas envie de faire aboutir le processus de paix. » Le second fait qui a retenu mon attention s'est passé le 30 mars, soit 7 jours avant l'attentat. Ce jour-là, en fin d'après-midi, je rencontre le général Nsabimana, le chef d'état-major des forces armées rwandaises, les FAR. Je revenais d'une longue tournée d'inspection dans la zone de consignation des armes
qui était ma zone de responsabilité. Voilà à quoi ressemblait la zone de consignation des armes. C'était une vaste zone de plus de 500 km², avec en son centre la capitale Kigali, bon, c'est la tache noire, et vous avez l'aérodrome de Kanombe sur votre droite. À l'issue de cette tournée d'inspection, je souhaitais lui faire part de mes constatations. D'emblée, son air préoccupé m'interpelle. Il est vrai que je ne l'avais jamais vu aussi sérieux et soucieux précédemment. Une fois le sujet de la zone de consignation épuisé, j'ai le sentiment qu'il veut poursuivre la conversation. Nous échangeons l'un ou l'autre propos pendant 2-3 minutes et puis, après un bref silence, il me confie son intime conviction que le FPR va reprendre la guerre dans les jours qui suivent. Il me dit fonder cette conviction sur l'existence de stocks logistiques importants constitués ces dernières semaines ou les dernières semaines par le FPR le long de la frontière en Ouganda. Il précise aussi que ces stocks ont été localisés avec précision par des agents du service de renseignement. À ma réplique que le FPR ne peut pas se permettre pareille aventure sous le regard direct de la communauté internationale, c'est-à-dire la MINUAR, il me répond mot pour mot ceci. Le FPR n'a que faire de telles considérations. L'erreur que vous, MINUAR, commettez est de lui prêter le même raisonnement que le vôtre. Mais la réalité est bien différente. Le FPR est un mouvement révolutionnaire et c'est en tant que tel qu'il raisonne et qu'il définit ses propres objectifs. Et de conclure, contre des révolutionnaires, si vous n'utilisez pas les mêmes méthodes, vous serez toujours perdant. Point n'est besoin, je crois, de vous préciser que cette conversation reste gravée dans ma mémoire, et d'autant plus qu'il ne m'a pas fallu attendre très longtemps pour apprécier toute la pertinence des propos du général Nsabimana. Voilà en bref le contexte général qui prévalait au moment où le président Habyarimana s'envola le 6 avril en début de matinée pour un sommet sous-régional à Dar es Salaam à l'invitation du président ougandais Museveni. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de ce pseudo-sommet, mais le temps fait défaut pour détailler le programme de cette journée, ou plus exactement pour expliquer l'absence totale de véritable programme, si ce n'est de faire en sorte que le plan de vol qui prévoyait un décollage de Dar es Salaam à 17 heures pour un retour encore 2 jours à Kigali, eh bien, ce plan de vol soit largement dépassé et que ce n'est qu'à 19h30 que l'avion présidentiel décolla pour son dernier voyage. Nous savons que vers 20h30, un missile sol-air détruisit le Falcon 50 en phase d'atterrissage, entraînant la mort des présidents du Rwanda, du Burundi, de leurs collaborateurs et des membres de l'équipage. Nous savons aussi que ces premières victimes furent suivies par des millions d'autres. Tel est le cynique bilan de ces 20 dernières années, au cours desquelles les droits les plus élémentaires de la personne humaine furent sacrifiés au nom d'une idéologie revancharde, mais également au nom d'intérêts politico-financiers prédateurs mettant le profit au-dessus de toute autre considération. En une fraction de seconde, l'État rwandais perd son président et le chef de son armée. Le Rwanda est doublement décapité. C'est donc dans un climat lourd d'incertitude que je rejoins vers 23 heures le camp Kigali.
Le camp Kigali se situe aussi au sud de la colline de Kivuvu, qui est le centre-ville de Kigali. Le camp Kigali se trouve à cet endroit. Donc, au camp Kigali, une réunion de crise a été convoquée, à laquelle la Minuar a également été conviée. À mon arrivée dans la salle de réunion, je ressens physiquement l'ambiance de consternation qui y règne. Je suis en présence d'hommes profondément bouleversés et désemparés par ce qui venait de se passer, et certainement pas en face de conspirateurs. La démarche des officiers présents n'a d'autre but que d'évaluer les conséquences de la disparition du chef de l'État et du chef des forces armées, afin d'éviter que le vide du pouvoir ne débouche sur une situation incontrôlable, couplée à une possible reprise des hostilités entre le FPR et les forces gouvernementales. Sans la moindre ambiguïté, ils font appel à la Minuar pour les aider à gérer cette crise issue de l'attentat, mais aussi pour répercuter vers le Conseil de sécurité leur ferme volonté de mettre le plus rapidement possible les institutions de transition en place, et ce, conformément aux accords de paix d'Arusha. Si des organisateurs de l'attentat s'étaient trouvés à ce moment-là autour de la table, cette réunion se serait déroulée de façon bien différente. Et qui plus est, dans pareille éventualité, j'ai de sérieux doutes que le général Dallaire et moi-même aurions été invités à y participer. Remarquons au passage qu'un coup d'État est une opération qui correspond à des critères que je qualifierais d'universels. Pour garantir le succès de l'opération, on n'y va pas à la petite cuillère, mais tous les éléments disponibles sont injectés dans le scénario de manière à éviter toute surprise désagréable et à mettre le pays devant le fait accompli. Ce n'est, mais alors pas du tout, la situation qui prévalait à Kigali dans les heures qui suivirent l'attentat. Du reste, plusieurs patrouilles conjointes Minuar-Gendarmerie signalèrent avoir constaté la levée de différents barrages militaires qui se trouvaient en place en début de nuit. Personnellement, et sans la moindre escorte armée, j'ai traversé une partie de la ville vers 2 heures du matin et j'ai pu constater de visu l'absence de tout dispositif ressemblant de près ou de loin à un état de siège. À cette absence de prise en main du pouvoir par l'une ou l'autre faction supposée hostile aux accords de paix d'Arusha ou à la personne du chef de l'État, correspond par contre le démarrage immédiat d'une offensive militaire d'envergure du FPR. Cette offensive, en totale contradiction avec les accords de paix d'Arusha, se terminera 3 mois plus tard par une conquête sans partage du pouvoir. Au plan technique, la simultanéité entre l'attentat et le déclenchement de cette offensive m'amène à formuler les considérations suivantes. Primo, il est impossible de profiter d'une opportunité comme la disparition du président Habyarimana et du général Nsabimana pour improviser une offensive générale mettant en œuvre de nombreuses unités aux missions totalement différentes. Pareil engagement ne peut qu'être le résultat d'un processus majeur de préparation ou de planification, comprenant la conception de la manœuvre sur le plan stratégique, la diffusion des ordres jusqu'aux plus petits échelons et la mise en place de milliers d'hommes dans les positions de départ
prêts à réagir à l'ordre d'exécution. Tout cela ne s'organise pas au claquement de doigts, mais au contraire exige des délais importants et incompressibles. Il ne faut pas avoir suivi le cours supérieur d'état-major pour comprendre cette contrainte. Il y va de l'élémentaire bon sens. Deuxième considération. Le FPR n'aurait pas été en mesure d'assurer le punch et la continuité de son offensive sans la constitution préalable de stocks importants de munitions, d'armements, d'équipements, de matériel divers. Bref, d'une logistique à l'échelle des moyens humains mis en œuvre durant plus de 3 mois d'opération. Il n'y a aucun miracle en la matière, pas d'opération militaire sans logistique adaptée. Ça, c'est une évidence. Or, je l'évoquais il y a quelques instants, c'est bien ce que le général Nsabimana m'avait révélé lors de notre dernière rencontre le 30 mars en fin d'après-midi. Troisième considération sur les conditions de cette offensive, ou plus particulièrement sur ses objectifs avoués ou inavoués. Lorsque le FPR reprit les hostilités à Kigali, le 7 avril vers 16h30, il justifia sa décision unilatérale, et j'insiste, sa décision unilatérale, par la nécessité de mettre un terme au massacre des Tutsis. Faux prétexte s'il en est, puisque ces troupes avaient déjà débuté leur offensive au nord et au nord-est, en absence totale d'agression contre les Tutsis. En outre, le 12 avril, soit au 5e jour de l'offensive, il a déjà infiltré, à ma connaissance, 3 bataillons supplémentaires à Kigali. Je dis à ma connaissance, car il s'agit d'une constatation personnelle. Ceci n'exclut nullement, comme d'aucuns l'affirment, que le FPR disposait de nettement plus de combattants à Kigali. Quoi qu'il en soit, avec ces 3 bataillons, plus celui qui se trouvait sur place, le front possède une force capable d'agir contre les massacres qui prennent de plus en plus d'ampleur dans la capitale. Qui plus est, ce même 12 avril, 10 officiers supérieurs des forces armées rwandaises signent un manifeste que l'on peut qualifier dans les circonstances du moment de très courageux. Dans ce document, ils font appel direct et solennel au FPR en vue de conclure un cessez-le-feu immédiat et de conjuguer leurs efforts pour, je cite, « éviter de continuer à verser inutilement le sang des innocents ». Cet appel, mesdames, messieurs, ne suscita aucun écho de la part du FPR, avec pour conséquence directe l'amplification des tueries. À aucun moment, je n'ai pu constater que d'une manière ou d'une autre, le FPR tentait de s'opposer au massacre qui s'amplifiait dans la capitale. Pourtant, ces forces étaient tout à fait capables de créer des zones refuges à proximité des quartiers qu'ils contrôlaient militairement. Mais, de toute évidence, le sort de ces lointains parents de l'intérieur ne constituait pas une de ses priorités. Du reste, dans son livre « J'ai serré la main du diable », le général Dallaire ne dit rien d'autre quand il mentionne qu'à différentes occasions, il, Paul Kagame, m'a même entretenu avec candeur du prix que ses camarades Tutsis auraient peut-être à payer pour la cause. Je crois qu'on ne peut être plus clair. Qui plus est, la pugnacité avec laquelle ces mêmes autorités du FPR ont exigé le départ des troupes étrangères venues évacuer les expatriés
plutôt que de requérir leur collaboration pour stopper net le carnage, est éminemment suspecte. Comme si le FPR craignait de se voir contré par la communauté internationale dans ses plans de conquête du pouvoir par les armes. Non seulement le FPR n'a jamais sollicité l'appui de la Minuar pour juguler le chaos qui s'installait, mais au contraire, il l'alimenta. Le 10 avril, il lança un ultimatum à la Minuar, lui signifiant que le bataillon ghanéen, qui était déployé au nord dans la zone démilitarisée, que si le bataillon n'avait pas quitté ses positions dans les 24 heures, il serait pris sous ses tirs d'artillerie. Dieu sait si un cessez-le-feu aurait permis de mettre un terme aux martyrs de la population. Je ne peux que témoigner que toutes les demandes de cessez-le-feu, exprimées soit par la Minuar, soit par les autorités gouvernementales, essuyèrent une fin de non-recevoir ou restèrent sans réponse de la part du FPR. Le général Nsabimana ne s'était pas trompé. Le FPR menait sa guerre conformément à ses seuls objectifs et sans se soucier le moins du monde du sort des populations locales ou éventuellement de l'opinion de la communauté internationale. Je pense que la relation des événements qui précèdent est suffisamment explicite pour réaliser que non seulement Paul Kagame n'a pas mis un terme au génocide comme il le prétend, mais bien au contraire, il s'en est servi pour mener à terme sa stratégie de rupture et concrétiser ainsi le credo qui était le sien, à savoir la conquête du pouvoir absolu par les armes. En effet, seule cette stratégie lui permettait de faire l'impasse sur les élections libres qui devaient clôturer le processus de paix. Élections libres dont il ne voulait en aucun cas. En effet, il avait parfaitement réalisé, comme pas mal d'entre nous sur place, vu l'évolution du paysage politique interne du Rwanda, que ces élections déboucheraient immanquablement sur un vote à caractère ethnique, ce qui ne lui permettrait pas d'atteindre légalement son objectif. Quant au rôle des États-Unis dans les bouleversements intervenus dans la région des Grands Lacs, je crois qu'il nécessiterait à lui seul un colloque exclusif. Donc le temps de parole qui m'est alloué est pratiquement terminé, et donc je réserve d'éventuelles questions pour après l'exposé. Mais de façon ultra lapidaire, je vous dirais que le seul bon sens permet de réaliser que le FPR n'aurait pas été capable de mener des opérations militaires depuis octobre 1990 sans un appui extérieur significatif. Si la NRA ougandaise, déjà à l'époque sous perfusion anglo-saxonne, a pu dans un premier temps fournir cet appui, l'ampleur des opérations menées par le FPR en 1993 et 1994 exigeait un appui logistique d'une autre importance que seule une grande puissance était en mesure d'assurer. Que dire alors de l'offensive de 1996 qui conduisit les troupes de Kabila père jusqu'à Kinshasa, troupes massivement épaulées par l'armée patriotique rwandaise. Nous n'en sommes plus ici à la dimension du Rwanda, mais d'un pays 89 fois plus grand. D'autre part, des réalités telles que l'accroissement de l'implantation militaire américaine dans la région des Grands Lacs à partir de 1994, la prolifération des multinationales essentiellement anglo-saxonnes qui exploitent les richesses du Congo depuis 1996 montrent à suffisance que cette région d'Afrique centrale constituait bel et bien un objectif stratégique prioritaire pour les États-Unis. Pareille mainmise sur cette zone d'Afrique n'aurait pas été réalisable à l'époque de la guerre froide, mais la redistribution des cartes sur l'échiquier mondial suite à l'implosion du bloc communiste
à redessiner fondamentalement les zones d'intérêt et les zones d'influence en Afrique. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, mon colonel, pour ces précisions importantes. This is today's Tides program, where we dive deep into the contemporary global issues. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye. Today's Tides. Today's Tides.